S'expatrier en tant que salarié, quelles sont les erreurs à ne pas faire? Et je vais vous donner, en fait, quelques conseils pour éviter de vous retrouver, en fait, dans une situation, défavorable pour vous. Et je vais donner l'exemple, de la Bulgarie, mais ce que je vais dire va s'appliquer à d'autres, cas, d'autres pays. Pourquoi cette vidéo? C'est tout simplement parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens se retrouvent, dans des emplois qui ne sont pas forcément adaptés à eux ou en tout cas qui n'offrent pas les meilleures conditions de travail, alors qu'il y a de meilleures opportunités souvent à faire et si vous voulez, déjà que l'expatriation salariée, c'est pas top puisque en tout cas, f f souvent quand on s'expatrie, c'est pour, générer, de la valeur et s'expatrier en tant que producteur économique. Sinon, c'est déjà ça part déjà mal, à moins qu'on ait des compétences très particulière où on est hautement qualifié. Dans ce cas-là, on peut, être salarié à haute valeur ajoutée, mais pour tous les autres cas, souvent les expatriations salariées n'ont pas forcément un grand intérêt, si on n'arrive pas à gagner en niveau de vie, dans des emplois qui payent pas forcément bien. Donc ce que je vais dire là, c'est, pour les gens qui n'ont pas forcément, beaucoup de compétences, en tout cas, se retrouver dans des emplois, corrects. Souvent, on peut optimiser sa situation et on peut faire en sorte, de quand même avoir quelque chose, de quand même avoir un emploi, qui permet de progresser, d'avoir des compétences, d'apprendre de nouvelles compétences et d'avoir des conditions de travail, qui nous convient, si on cherche suffisamment. Donc maintenant, je vais vous donner les choses à ne pas faire pour, vous retrouver, dans une mauvaise situation. Je vais plutôt vous donner des indicateurs, des red flags et cetera, pour que vous sachiez, quoi faire ou comment réagir. Bon, la première chose à dire, c'est que quand on cherche, du coup un emploi, on se jette pas sur la première offre. Sauf si évidemment elle est excellente et elle correspond à ce qu'on veut, mais la plupart du temps, la première offre n'est pas la meilleure et si on met un peu plus d'effort et d'énergie à trouver quelque chose, de mieux, ça marche tout simplement. Il faut pas, stresser quant à, quant à l'idée de trouver l'emploi. Souvent, si on continue ses efforts, on y arrive. Voilà, relax là-dessus et on persévère. Le deuxième point, ce serait que le normalement, le niveau de compétence est corrélé au salaire. Donc plus vous avez, un emploi qualifié, plus normalement vous allez être, payé, rémunéré pour votre travail. En l'occurrence, ça n'arrive pas toujours. Il y a des exceptions parfois, vous avez des boulots, qui sont mieux payés parce que les industries, génèrent beaucoup de cash, ils peuvent rétribuer plus. Ou aussi vous avez des travaux un peu pénibles qui payent mieux. Mais en tout cas, il faut pas toujours avoir cette logique que, plus le niveau de compétence augmente, plus on est mieux payé, même si en règle générale, c'est vrai. Mais ce qui veut dire que même si on n'a pas forcément, trop de compétences, mais qu'on a la volonté, on peut quand même, s'insérer, dans des emplois, bien payés. Bon, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir des choses un peu plus techniques, que beaucoup de gens ignorent et que, souvent on apprend à son détriment et si on avait eu les informations en amont, ça aurait permis d'éviter, bien des soucis et surtout de gagner du temps, pas perdre de l'argent et de voilà, directement être dans une bonne position. Il faut toujours regarder le contrat de travail qu'on vous propose. Si jamais, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez directement sur le contrat de travail, vous cherchez la section salaire et vous regardez le salaire contractuel et vous vérifiez si l'entreprise vous propose des bonus. Vous allez préférer les entreprises qui inscrivent, les bonus dans le contrat, puisque si c'est pas inscrit dans le contrat, de toute façon, ça ne vous garantit pas que vous aurez, ces bonus en question et souvent, si vous avez un gros différentiel entre le salaire final qui comprend les bonus et la rémunération contractuelle
entre ça du coup et le salaire, contractuel, eh bien, ça peut vous faire des surprises. C'est-à-dire que vous pensiez, gagner, je sais pas moi 3 000 et finalement vous allez gagner, 2 000, ce qui est quand même, assez gênant. Donc voilà, vérifiez si, dans le contrat c'est écrit, il y a mention des bonus, et vérifiez aussi que, en fait, que quand vous rentrez dans l'emploi, vous ayez directement les mêmes droits que les autres salariés. Parce que certaines entreprises, sont un peu des petites malines, mais elles vont vous dire que, en fait, vous obtenez tel droit à telle chose, peu importe ce que c'est, mais ça peut être les bonus notamment, à partir de, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois ou après la période, après la période de probatoire, enfin après la période d'essai, vous allez obtenir le même droit que les autres. Bon, Heu, c'est pas possible parce que si vous produisez exactement le même travail et que vous êtes récompensé moins que les autres qui produisent exactement la même chose, et bien, c'est injuste et vous devriez pas accepter ça. Ouais, puisque c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes juste, payé moins sans aucune raison valable, surtout si vous produisez, l'exacte même, qualité en fait de travail. Ensuite je vous invite choisir un secteur, moral, c'est-à-dire que un secteur d'activité morale. C'est-à-dire que j'ai envie de dire que la fils de puterie honnête n'existe pas et que si une entreprise produit des produits et des services qui ne sont pas bons pour la population ou ce que fait l'entreprise n'est pas bon, n'apporte pas une vraie valeur, à la société. Et bien, en fait, ça veut déjà dire que les gens qui sont dans cette entreprise et les dirigeants de l'entreprise acceptent ça sans problème. Ce qui fait qu'en fait, simplement par, logique et bah, vous pourrez, subir une immoralité aussi, dans le travail. Parce que c'est pas parce que, en fait, ça n'existe pas le fait d'être à demi moral, c'est soit noir ou blanc. C'est très binaire donc soit, vous êtes, soit l'entreprise produit quelque chose de bien, soit elle produit quelque chose de mal, soit elle traite bien ses salariés, soit elle ne le traite pas bien. Et donc ne vous trompez pas là-dessus. Ensuite, vérifiez dans votre contrat, ce que j'appelle les clauses, s'il y a des clauses pourries. Souvent si vous avez des contrats qui font, 30 pages, vous allez avoir des trucs, de merde à l'intérieur. Et donc vous allez regarder, 2 choses en particulier qui sont, toutes les clauses de mobilité et clauses de non-concurrence. Clause de mobilité, ça dit que vous pouvez être muté n'importe où. Je vais pas rentrer dans le détail, mais bah, réfléchissez si ça vous convient ou pas, sachant que, dans de nombreux cas, cette clause ne p peuvent être illégales et peuvent être un moyen de vous, virer si on veut plus de vous à un certain moment. Et clause de non-concurrence, alors ça, il y a certains cas où, pareil, elle serait pas valable, mais souvent donc en fait, on vous dit quoi? On vous dit, si vous quittez l'emploi, si vous êtes licencié ou vous quittez l'emploi, eh bien, vous ne pouvez pas, travailler pendant X temps dans une autre entreprise du même secteur. Ce qui est un vrai problème puisque, si vous le faites, vous prenez le risque, mais dans la majorité des cas, en fait, s il n'y a pas de elle n'est pas valable donc vous pouvez un peu l'ignorer, mais faites quand même attention à ces 2 clauses. Lisez bien ce que vous signez. Si j'ai envie de dire, ne devenez pas ouvrier, c'est-à-dire que si, à l'entrée, il n'y a pas de sélection, si vous voyez que c'est trop facile de rentrer dans ce travail, c'est-à-dire il y a pas d'entretien, pour évaluer vos compétences et cetera, bah, souvent c'est que, ou même votre personnalité et tout ça, bah, c'est que, c'est pas sélectif. Si c'est pas sélectif, c'est une usine à gaz. C'est, des centaines de personnes comme vous qui sont dans cette entreprise et en fait, vous n'êtes pas vraiment valorisé, vous êtes juste un chiffre et vous allez, vite souffrir. Donc évitez, ce type d'entreprise, préférez les petites équipes, même au sein des grosses boîtes et des multinationales, préférez
vous intégrer dans des services où les équipes sont relativement, petites, oui. Ensuite, bah, choisissez un taf quand même, en fonction de vos capacités. C'est-à-dire qu'on est tous à peu près conscients de ce qu'on peut faire et ne pas faire et on est tous en mesure de s'auto-évaluer. Bon, si vous savez que, vous êtes capable de beaucoup, n'allez pas dans des choses trop simples parce que sinon vous allez vous ennuyer, vous allez vite déchanter et faire grise mine. Donc ça, c'est très important et à l'inverse, si vous savez que vous êtes plutôt limité, et bien ne vous insérez pas dans un domaine trop complexe, même si, il y a des postes débutants, parce que vous allez souffrir, intellectuellement et vous allez aussi, pas pouvoir fournir un service de qualité donc en fait, ça va pas être bon, de tous les côtés. J'ai dû stopper la vidéo, je me suis fait aborder par un enfant qui voulait me vendre de l'eau et d'ailleurs qui parlait français donc assez, inattendu comme situation, mais rigolo. Donc bref, on continue. Ouais, je disais sur les congés, privilégier le max de congés tout simplement, parce que, vous avez, un nombre de congés légaux, mais les entreprises sont pas obligées de vous donner ce nombre de jours-là et il y en a beaucoup d'ailleurs qui vous proposent plus que le nombre de jours minimum. Donc voilà, choisissez le maximum de jours de congé. Ça peut paraître con à dire, mais c'est quand même important parce qu'il peut y avoir des grosses différences entre ce que proposent les boîtes. Ensuite, je vais vous expliquer, une sorte d'arnaque, que certaines entreprises font et en fait, si on paye pas attention, beaucoup de gens, ne font pas gaffe à ça et acceptent ça et ce n'est pas, c'est pas acceptable tout simplement. Donc en fait, c'est, sur les changements de shift. Vous savez que normalement dans la plupart des pays, notamment ici, vous avez, donc en Bulgarie, vous avez 2 jours, et bien de repos par, semaine, ce qui fait, bah, en gros, souvent c'est samedi, dimanche, mais c'est pas obligatoirement ça et ce que font certaines boîtes, c'est, par exemple, de vous changer de shift. «Purée, mais aujourd'hui, ça y est, je fais une vidéo, ça fait longtemps que j'avais pas sorti et il y a tout le monde qui vient me parler» et c'est que des enfants. Bon, là, celui-ci voulait de l'argent, donc c'est pas le c'est un peu la même délire, mais lui, il proposait rien à vendre, donc bon. Donc je reviens à mon histoire de changement de shift et d'horaire. En gros, c'est quoi? C'est par exemple, on veut vous faire passer d'heures de jour à heures de nuit, avec, un seul jour off entre les 2. Ce jour off va être compris en tant qu'un jour, off de votre semaine. Donc je disais, ce qui fait que, imaginons, vous, avez un jour, vous faites, un shift de nuit, donc vous commencez à disons, minuit et vous finissez à, 8 heures du matin. Si vous avez un vrai jour de repos, normalement, ce jour de repos, fera que le lendemain, vous travaillez pas. C'est-à-dire que vous travaillez la nuit jusqu'à 8 heures du matin. Là, eh bien, le soir qui arrive, vous n'allez pas retravailler la nuit. Donc vous allez normalement reprendre le travail de nuit le lendemain, ce qui fait que ça vous laisse quand même un certain nombre, d'heures de repos. Ça doit faire, 40 heures, enfin quelque chose comme ça. Alors que si on vous scam, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous, changer de shift entre, un jour de repos. Donc on va vous faire, travailler par exemple, un shift de jour qui commence le matin, qui finit l'après-midi. Ce qui fait qu'en fait, vous avez beaucoup moins de temps de repos et cela, aura compté comme un jour off, parce que la loi l'oblige. Mais, bon, en vérité, vous avez perdu des heures de repos. Donc on vous a bien niqué dans l'histoire et acceptez les changements d'horaire, si c'est, suite à 2 jours consécutifs de repos. Là, ça fait sens, mais n'acceptez pas avec un jour off. J'espère que j'ai été clair, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ensuite, sachez que sur le nombre d'heures de travail, par exemple,
admettons, bon ici en Bulgarie, c'est 8 heures par jour, donc c'est 8 heures par jour de temps de travail effectif. Ça veut dire, c'est le temps de travail réellement effectué et à cela, vous enlevez 30 minutes en fait de pause. Donc vous faites disons 7 heures et demie de travail réel, mais cela ne prend pas en compte la pause déjeuner qui est d'1 heure. Ce qui fait que normalement, en fait, vous devez rester 9 heures à l'entreprise et pas 8, ce qui est quand même beaucoup. Bref, si c'est juste, mal foutu, bah, en fait, vous allez, votre journée va sembler plutôt 9 heures de travail plutôt que 8 ou plutôt que 7 heures et demie, je veux dire. Donc, voilà, faites gaffe. Sachant que alors il y a des entreprises, superbes qui sont, souvent, qui ne sont pas, locales, qui, comprennent mal le droit du travail et qui vous font des journées de 8 heures au lieu des journées de 9 heures, par exemple. Parce que ce qui fait qu'en fait vous travaillez que, 6 heures et demie au lieu de 7 heures et demie, parce que, ils pensent que, 8 heures c'est le temps de travail, enfin c'est le temps de présence au travail. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils pensent que vous devez être, ce temps-là maximum, au travail. C'est-à-dire que, vous commencez par exemple à 8 heures et vous finissez à 16 heures au lieu de 17 heures. Normalement, un shift de 40 heures, semaine, donc 8 heures par jour, ça fait, vous faites par exemple 8 heures 17 heures ou 9 heures 18 heures et ce n'est pas, 8 heures, 8 heures 16 heures ou 9 heures 17 heures. Voilà, mais certaines entreprises le font quand même, donc vous gagnez, énormément de temps en fait. Donc si, on vous propose, ça et beh, foncez parce que, je vous montrerai peut-être un petit tableau, au sujet du temps de travail, un peu par pays, juste pour pouvoir comprendre, le temps qu'on peut gagner ou perdre au travail et voilà, donc ça c'est important. D'autre part, il y a une pratique qui se, met en place, de plus en plus, en tout cas ici, c'est, l'utilisation des détecteurs de mensonges, à l'entretien ou même, pendant, votre travail, pour, vous poser des questions. Bon, sachez que vous n'êtes jamais obligé d'accepter et que si on vous, demande, et bien, en tout cas, si un employeur requiert que vous passiez au détecteur de mensonges avant de passer un entretien ou quoi que ce soit, eh bien refusez parce que, c'est un plan de merde. Voilà, je veux pas rentrer dans le détail parce que la vidéo va être déjà assez longue, mais c'est pas un bon plan donc voilà, refusez et la dernière chose que je veux dire, qui est peut-être la plus importante, sachez que, donc ici, par exemple, la période d'essai, c'est 6 mois, c'est-à-dire que vous n'êtes pas embauché définitivement, en fait, dans l'entreprise et pendant cette période, l'employeur peut vous mettre à la porte, sans motif. Heu, Sauf que beaucoup d'employeurs et ça je l'ai même vécu moi-même, si vous voulez partir, pendant la période d'essai, en fait, ils vont vous demander ou plutôt vous insinuer, que vous pourriez donner un préavis quand même. Donc ils vont vous dire, «Vous voulez partir, d'accord, vous donnez un préavis» et ils vont pas vous dire normalement, «Vous devez le faire» parce qu'évidemment c'est faux, mais ils vont un petit peu insinuer comme ça l'idée que vous devriez donner un préavis. Avant de quitter, alors que tant que vous êtes en période d'essai, donc même au bout du 4e mois que vous travaillez, par exemple, et vous voulez vous casser du jour au lendemain pour, faire quelque chose de mieux, eh bien, vous pouvez le faire et c'est même pas immoral puisque eux peuvent vous congédier disons, du jour au lendemain. Donc vous aussi, vous pouvez partir, sans préavis et c'est prévu dans la loi donc ne soyez pas, n'ayez pas de remords, par rapport à ça. N'ayez pas de scrupules, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ne soyez pas gênés de faire ça, parce qu'eux n'en ont rien à foutre de toute façon. Donc voilà, c'était pour une petite, vidéo sur ce sujet, sachant que l'expatriation salariée se tend un peu je trouve, ici, puisque les, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la giga inflation depuis, ces 3 dernières années. La Bulgarie devient de plus en plus chère. Dans certaines villes, ça va encore, mais en tout cas la capitale,
qui est le centre d'intérêt principal du pays de toute façon, donc la plupart des gens se retrouvent ici, devient de plus en plus cher et finalement les salaires n'ont pas suivi parce que, par exemple un salaire, normal, pour, un job francophone ici qui pouvait être, en net, de, 2 300 leva, donc disons 1 150 €. Et bien aujourd'hui, ce même, job n'a presque pas bougé. Peut-être que vous êtes à 2 500-2 600 net, mais par rapport à l'inflation, ça suit, à la limite, hein. Donc bon, finalement, vous étiez plus riche ici en tant que salarié il y a 3 ans que, eh bien ici, aujourd'hui en tant que salarié en 2025. Et donc c'est un point à considérer aussi si vous envisagez, de vous expat ici. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite vidéo. Je sais pas encore, comment, je vais, orienter cette chaîne, puisque, actuellement j'ai arrêté, en tout cas j'ai mis en pause, l'immobilier. Heu, donc voilà, je voulais partager ça, surtout que en ce moment il fait super beau et ça y est, je vais pas dire que c'est l'été, mais en tout cas on revient à des températures, agréables. Donc voilà. Allez, bon courage et à la prochaine.